Bonjour à tous, c'est Maxime de Relatable Investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un stock canadien coté sur TSX, c'est Paybina Pipeline. Aujourd'hui, on va se retrouver dans une vidéo un petit peu différente. Je vais faire une analyse fondamentale. Voilà, donc pour rien vous cacher, j'ai un petit peu un biais pour cette société étant donné que donc, je l'ai en portefeuille. J'ai fait mon analyse et je me suis dit que bah, j'allais vous la partager. J'ai regardé les webcasts qu'il y avait sur Bambina, donc je me suis dit autant vous faire profiter de mon travail. Et on va commencer tout de suite. On va commencer d'abord par une analyse quantitative de l'entreprise et ensuite on va regarder un petit peu ce qu'ils font exactement. Bah, alors du coup bah, j'ai pris quelques notes. Je vais vous montrer. Donc Pembina Pipeline c'est un important fournisseur de services et de transport d'énergie dans l'Amérique du Nord bah, depuis plus de 65 ans. Donc c'est quand même une assez grosse société. Elle possède un réseau intégré de pipelines, de liquides d'hydrocarbures, de gaz naturel et d'installations de collecte et de traitement du gaz. Donc, elle a aussi des services d'infrastructure, de logistique pour le pétrole, les liquides de gaz naturel, etc. Et une activité de croissance avec ses terminaux d'exportation hors du Canada. Ça, c'est pour la présentation globale de l'entreprise. Maintenant, qu'est-ce qu'on va rechercher sur une entreprise qui fait du pétrole, etc. On va essayer de chercher des marges qui pourraient se rapprocher d'une certaine stabilité. Vous voyez que l'entreprise, elle arrive à peu près à être stable. Ça, vous le verrez plus tard, c'est parce qu'elle a des contrats honoraires avec... elle a des contrats honoraires, ce qui lui permet d'avoir des marges assez stables, hein, vous voyez. C'est assez stable. Donc qu'est-ce qu'on regarde là Là, j'avais regardé un intervalle de prix depuis 2014 et son plus haut à 48, sûrement avec un PE. Là, vous voyez qu'il était à 22 pour ce genre de prix-là, alors qu'aujourd'hui, on est au même prix avec un PE bien inférieur, étant donné qu'on fait beaucoup plus d'argent. Après, il faut regarder aussi, est-ce que le PE quantitativement, peut-être que c'est sous-évalué, mais aussi qu'est-ce qu'on cherche sur ce genre d'entreprise-là. On sait que c'est cyclique. On sait que c'est cyclique. Vous voyez, il y a des grosses baisses, etc. On sait que c'est assez cyclique, donc il faut faire vraiment gaffe. Des PE à 8, si elles ne possèdent pas un avantage concurrentiel, c'est peut-être totalement normal, hein. On anticipe le fait que les bénéfices vont être moins élevés. Ici, on a eu des bénéfices extrêmement élevés, étant donné que on fait le gaz naturel, on fait le pétrole brut, donc forcément, on a beaucoup de revenus. Vous voyez ici, les marges, elles sont montées à 68%. Vous voyez, parce qu'on a eu la guerre en Ukraine, parce qu'on a eu tellement de choses qui ont fait que l'entreprise, elle a pu se mettre énormément bien, elle a pu augmenter ses marges énormément. Alors on va regarder tout de suite, on a une capi à 17 milliards, un rendement à 6,47, donc là aujourd'hui un ratio à 8, et un EPS basique à 3,65 dollars. Ça c'était sur l'année 2022. Alors après, bien sûr, vous voyez qu'il a été assez élevé, mais en moyenne, on tourne à peu près sur 1,60 voire 2 euros. Donc on va plutôt se baser sur un BPA à partir de là. On va le regarder. Donc on va prendre un BPA à 2 et on va le multiplier par à peu près 8 fois ses bénéfices. Ça veut dire qu'on serait sur une valeur comptable par action peut-être de 16. On va regarder ça tout de suite en bas. Je crois que c'est dans le bilan qu'on le voit, la valeur comptable par action. Voilà, on est à 18 à peu près. Donc il nous prend un BNA de, ouais, etc. Donc c'est des chiffres qui sont à peu près sûrs. Après, il faut savoir quand la valeur comptable par action ne veut pas forcément dire la valeur intrinsèque de l'entreprise. Là, la valeur comptable, c'est si on vend tous les actifs, etc. Donc en soi, on est un petit peu là-dedans. Qu'est-ce qu'on veut voir du coup pour une entreprise comme ça? On pourrait voir des revenus qui augmentent. On voit des revenus par rapport à 2016 à 2022 qu'ils ont fait x2. Après, évidemment, c'est toujours conjoncturel. Il faut regarder ça. Il faut regarder aussi voilà, le coût des marchandises vendues. Vous avez vu qu'on a fait x3. On a fait pratiquement x3 alors que le revenu, on n'a pas fait x3 encore. Ouais, des dépenses d'exploitation hors CSG, on est à 265. Voilà, regardez, frais de vente généraux, 265 millions, donc on est quand même sur des capex, bon, assez faibles, hein. Après, on le voit sur l'année, donc c'est normal. La gestion de ce genre de pipeline, ce qui coûte cher, c'est quand on installe la pipeline, quand on doit la créer, etc. Et ensuite l'entretien, ça va encore. On va regarder les cash flows. Donc, on veut voir pareil des cash flows qui sont à peu près stables. Vous voyez là, on est sur des cash flows à peu près voilà, 500 millions qu'on pourrait dire à peu près par année. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Vous voyez, cash lié aux activités de financement. Là, en ce moment, on essaye, vous voyez, on verse un dividende croissant qui change un petit peu à peu près, hein. On avait un dividende qui était mensuel et l'entreprise est passée sur un quarterly. Donc, personnellement, je préfère une entreprise qui me le verse en quarterly, étant donné que on sait jamais. Vous voyez que surtout sur ce genre de business, si un mensuel dans le business des gaz, et des business de l'oil, c'est quand même très très chiant. Après, faut se dire aussi qu'il y a une demande toujours là. La demande, elle est toujours là, comme l'immobilier. Ça veut dire qu'on a forcément besoin. Et Pembina, vous allez voir, ils font du B2B, donc forcément, bah, tout le monde a encore besoin de gaz pour fonctionner. Donc je vais vous mettre
hop, l'interim report qu'on a eu ici. Donc je vais vous lire ce qu'on a. On a, que du coup j'ai lu les bilans et les rapports qu'il y avait eu donc sur 2022, 2021, etc. Donc on voit en août 2022, on a l'acquisition de KKR pour 60% du capital et la création de PGI, Pembina Gaz Infrastructure, qui regroupe les actifs du traitement du gaz naturel. Voilà, donc vous pouvez le voir ici, facile division avec PGI. Ensuite, on voit que KKR dispose de 50% de Versen Mainstream. Ça veut dire que l'intérêt de l'avoir eu l'acquisition de KKR, c'est qu'en plus, on a pu regrouper tous nos actifs dans un seul portefeuille, ce qui nous permet d'être beaucoup plus, permet d'avoir un CAPEX qui est sûr, pas des dépenses qui sont pas gérées par lui, gérées par l'un. Non, Pembina, avec son regroupement d'actifs, voit exactement tout ce qui lui coûte, le capex, l'expenditure, etc. On a tout. Ensuite, on voit aussi que Pembina récupère les 51% restants pour augmenter son portefeuille ici de PGI Processing ULC. Donc, c'était une infrastructure de gaz canadienne que KKR possédait et Pembina a récupéré ses actifs. Donc, on est sur depuis 2022, une augmentation à peu près de, j'avais vu, 30 à 40% du réseau. Donc c'est quand même pas mal. Ensuite, ce qu'on veut voir dans les segments, qu'est-ce qu'elle possède, dans quoi est-ce qu'elle fait exactement son argent Pembina. Donc on voit que 60% de l'argent, je parle en revenu net, en cash flow généré. Je ne parle pas en revenu en soi, parce que si on regarde, imaginons en résultat of operation, vous voyez que ici, on arrive sur un pipeline de revenus à 600 millions et un gros profit à 300 millions juste sur le quarter. Alors que si imaginons, on va regarder, hop là, marketing venture, vous voyez que marketing revenu, on est à, juste sur le quarter, on est à 1 milliard en plus. Sauf que après vous regardez en gros profit, on divise par 3. Donc ensuite, il faut évidemment faire attention quand vous voyez des revenus et qu'après vous voyez coût de ce que ça coûte. Vous voyez que là, sûrement sur le marketing, on est sur des coûts beaucoup plus élevés. Alors qu'est-ce qu'on veut voir du coup? Pipeline, 60% des revenus, donc du cash flow généré, c'est la transportation, les terminals, le stockage, le transport du pétrole brut du Canada et aux États-Unis aussi. Donc on a surtout le nord-ouest du Canada. Les actifs possédés, donc c'est le pipeline qui sert à connecter avec tous les terminals pour faire transiter le pétrole, le gaz naturel, donc de l'Alberta au British Columbia. Donc c'est vraiment la partie gauche. Voilà, c'est vraiment la partie gauche. Les pipelines, c'est du B2B. Elle ramène le pétrole lourd et les gaz naturels au raffineur. Donc voilà, donc ça c'est assez intéressant. Elle va aller l'extraire, elle va le mettre sur ses plateformes, elle va l'envoyer sur ses rails de chemin de fer parce qu'elle possède du coup les chemins de fer et ensuite elle va l'envoyer au raffineur. Donc ça c'est assez intéressant. Ensuite on peut voir que 530 millions vont être investis pour 16 nouvelles pipelines sur les 6 premiers mois de 2024. C'est-à-dire que là, actuellement, depuis 2022, on a terminé les dernières pipelines en fin d'année et actuellement on est reparti pour investir pour en construire de nouvelles. Donc l'entreprise, on est toujours sur une phase d'expansion. Oui, vous le voyez ici, cash les aux activités d'investissement, etc. On a toujours de l'investissement chaque trimestre. Vous voyez qu'on essaye toujours, c'est surtout dans dépenses d'investissement, vous voyez, dépenses dans l'immobilisation. Voilà, on est là pour racheter, on est là pour fusionner, on est là pour continuer de grossir. Qu'est-ce qu'on voit ensuite? Donc Facilities, 30%. Donc qu'est-ce que c'est? C'est les infrastructures donc, de PGI que je vous ai présenté avant, avec la collecte et la pression du gaz et l'envoi sur les infrastructures de pipeline qui sont toutes reliées entre elles. Donc on a PGI qui va travailler donc la collecte, etc., la pressurisation du gaz, qui vont l'envoyer sur ces pipelines ici, qui donc peuvent le transporter, le stocker, etc. Donc on a toutes ces infrastructures-là qui nous permettent de grossir. On voit que donc ici j'ai mis large flotte ferroviaire et on a 460 millions investis pour RFS 4 dans l'optique d'augmenter la capacité du fractionnage du propane d'ici 2026. Donc je vous ai dit, on est toujours dans une phase d'expansion, que ce soit dans les pipelines ou que ce soit dans comment est-ce qu'on va extraire les matières premières et comment est-ce qu'on va les vendre, par exemple. Donc là, la troisième et toute dernière truc du capital, on est sur du marketing, donc commercialisation du gaz naturel, éthane, propane, butane, pétrole brut et de l'électricité. C'est-à-dire qu'en gros, l'entreprise va essayer d'aller vendre autre part que dans son marché et d'aller proposer des prix peut-être qui pourraient être compétitifs sur donc, du gaz naturel, de l'éthane, etc. Donc l'activité commerciale permet d'ajouter de la valeur avec des contrats signés sur les storage. On va avoir des contrats qu'on va signer avec des magasins avec lesquels on va leur proposer d'acheter du gaz naturel à ce vendeur-là plutôt qu'à un autre. Ce que j'ai noté qui était important à savoir, c'est que le prix de l'électricité était très impactant sur les operating revenus, donc sur comment est-ce qu'ils vont faire transiter le gaz, etc. Donc le prix de l'électricité, par exemple, en 2022, leur a fait avoir un coût d'operating extrêmement élevé, malgré des revenus pas mal élevés aussi, donc ce qui a forcément
conjoncturel, ce qui a forcément fait revenir ça à zéro. Mais là, par exemple, on a eu sur la fin de l'année des prix d'électricité qui ont commencé à remonter et des revenus qui ont commencé à baisser. Donc, l'entreprise a dû faire face à des coûts d'operating revenus un petit peu plus élevés rapportés aux revenus. Si on regarde exactement, l'operating était forcément plus bas étant donné qu'on a moins transporté, il y a eu moins de volume, etc. Donc vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Ensuite, on a eu une baisse conjoncturelle suite à 2022 avec des prix du gaz et du butane qui étaient très très élevés. Donc ça, forcément, on a pu le voir avec la reprise économique, ne serait-ce que de la Chine, etc. En 2022. On a eu des prix du pétrole et du gaz extrêmement élevés suite avec la guerre en Ukraine. Donc forcément, l'entreprise, elle en a beaucoup profité. D'ailleurs, ne serait-ce que sur le graphique, vous pouvez le voir, hein, de 2020 jusqu'à 2022, elle en a énormément profité. Et là, ensuite, elle est sur une petite baisse avec des cassures, évidemment, parce que l'entreprise commence à, vous le voyez, remettre des marges à peu près stables. Donc là, on a des marges à 17%, étant donné qu'on, je vous l'ai dit, donc c'est conjoncturel. Hein. Vous voyez qu'ici, en décembre, on était à 9%, étant donné que le prix était vraiment au ras des pâquerettes. Donc là, on commence à augmenter. Potentiellement, on a un gaz qui est à 80. Donc l'entreprise, sur la fin de l'année, a potentiellement plus de sous à faire. Alors après ça, évidemment, c'était pas à moi d'en décider, etc. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais aller chercher exactement dans cette entreprise? Je veux savoir les possibilités d'expansion. Est-ce que cette entreprise, est-ce que le management, il a un intérêt d'aller chercher autre part? Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit par exemple, il y a ACG, une plateforme de transport et de capture du carbone pour aider les entreprises à moins émettre du carbone. Donc ça, c'est évidemment aussi conjoncturel. Hein. On nous dit que j'ai eu les informations sur toutes les entreprises qui ont un score ESG assez faible en 2030. D'ici 2030, elles ne pourront plus emprunter quoi que ce soit. Donc, on essaye tous, jusqu'à 2030, d'avoir une émission de carbone. Je crois que c'était moins 45% pour ce genre d'entreprise. Donc, c'est quand même énorme. Hein. Donc, on essaye un maximum, sachant qu'on nous dit qu'on essaye de baisser... les émissions de carbone tout en gardant un gaz assez compétitif. Voilà. Ensuite, on nous dit qu'on a une expansion dans le GNL possible, avec donc une possibilité de produire 3 millions de tonnes par an, potentiellement l'année prochaine. Donc ça peut être assez intéressant, étant donné que vous avez vu qu'il y avait eu des midstreams qui avaient été coupés en Europe, etc. Donc eux, ça ne les concerne pas énormément. Mais ce qu'on peut savoir, c'est que si potentiellement, coupures, ils continuent d'avoir et... si dans l'avenir ça continue à arriver, eh ben, on a une expansion dans le GNL qui est possible. Alors bien sûr, ça sera par voie ferroviaire, donc je pense que le GNL il sera surtout amené sur les côtes, etc. Parce qu'elle ne possède pas de navires, elle ne possède pas de bateaux pouvant aller en Europe, pouvant aller autre part. Donc le business se fait essentiellement au Canada, voire un tout petit peu aux États-Unis, mais à peine. Ce sont des phases d'expansion qu'ils pensent avoir. Donc ça, je vous l'avais dit, la majeure partie des revenus d'exploitation viennent des contrats honoraires, donc c'est assez intéressant. Voilà, donc vous voyez, il y a un contrat qui est signé et on vous dit que on va vous payer là, 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 là et là. Donc c'est pas des revenus qui vont arriver une fois tous les 3 mois, donc ça c'est assez énervant pour ce genre d'entreprise. Non, vous le voyez, d'habitude les entreprises pétrolières, on va avoir des trimestres avec à peu près 100 millions et l'autre à 1 milliard. Vous voyez, là on est sur des trimestres à peu près 6 milliards parce qu'on est sur des revenus of operation, donc on est sur des cash flows complètement stables. 2023, on nous dit quoi? En 2023, on a utilisé la trésorerie pour payer la dette, donc ça on peut le voir du coup. Ici dans le bilan en total d'actifs, total liquidité et investissement, vous voyez qu'on a utilisé à peine 20 millions. Et ce que j'avais vu, donc j'avais noté les lignes de crédit, les possibilités de lignes de crédit qu'elle avait et lignes qu'elle a actuellement. Donc on est sur 1,5 milliard en échéance 2028, 1 milliard en échéance 2027. On voit qu'en en début juin, on a contracté 500 millions de dettes à 4% trimestriellement. Donc c'est énorme. Voilà. Donc là pour l'instant, on n'a pas encore l'impact de qu'est-ce que va coûter des dettes à court terme ou à long terme avec des taux assez élevés comme ça. Tout ce qu'on peut savoir à l'heure d'aujourd'hui, c'est que je l'avais noté, on était sur ici là, un paiement de 150 millions en 2023 contre 193 en 2022. Donc on a quand même si les taux augmentent, on a réussi à pas mal rembourser notre dette, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, qu'est-ce que je voulais voir? On voulait bien sûr vous montrer la dette sur EBITDA. Donc là, on est sur une dette nette à 8,44 et des EBITDA à... On est sur des EBITDA à... Allez, on va prendre un petit peu, on va dire 2 milliards, donc on est quand même à peu près sur
4 fois les EBITDA. Donc 4 fois les EBITDA, franchement, moi, jusqu'à 5, je pense que ça peut être encore intéressant. Après 5, c'est du cas par cas. Faut faire au cas par cas. Là, sa facilité de crédit, il y a aucun problème et elle peut toujours continuer à emprunter à des taux. Donc 4%, c'est pas des taux préférentiels, mais évidemment, tout le monde a du taux à 4%. Qu'est-ce que je voulais voir ensuite? En jouant en 600 millions de prêts à court terme ont été remboursés, donc ça, c'est assez intéressant. C'est pour ça sûrement qu'on a eu 150 millions là actuellement et pas 190 comme en 2022, parce que potentiellement si on n'avait pas remboursé ça, on serait encore plus haut. On a un rating de BBB par S&P Global, donc possible dégradation, nous dit le management, mais qui pourrait mettre en mal l'entreprise pour emprunter. Parce qu'on nous l'a dit déjà, avec les critères ESG pour emprunter, ça devient compliqué. Si en plus son ratio de crédit qui est donc à BBB pour ses obligations, si c'est dégradé, il y a possibilité qu'on lui emprunte avec des taux encore plus élevés, même si la conjoncture est rebouchée. C'est-à-dire que même si on a des taux aujourd'hui à 6% et qu'elle on lui prête à 6%, c'est normal. Mais si demain il y a des taux à 2% et qu'elle on lui prête à 6% parce que son taux de crédit il est très faible, ça peut être très énervant. Donc ce qu'on veut voir, c'est une entreprise qui ne dépasserait pas ce ratio de 5 sur EBITDA. Pour l'instant, on est à 4. Donc je vous dis, pour l'instant, c'est gérable. Et pour l'instant, moi, je vois toujours une opportunité sur Pembina. Mais après, c'est que moi. Voilà, je vous ai dit taux qui augmente et l'entreprise continue de se développer. Donc là, il faut faire attention. Si l'entreprise, elle veut continuer de se développer et continuer de mettre de l'argent sur la table, soit on va devoir le faire avec les cash flows, soit on va devoir le faire avec des émissions d'actions, soit on va devoir le faire en rentrant de l'argent, en faisant de l'émission d'obligations ou en allant contracter des lignes de crédit. Donc il faut faire très attention. Je vous ai dit, hein, là on est à 4% trimestriellement sur la dernière ligne de crédit qu'on a pu effectuer. 4% c'est beaucoup. Donc si on veut continuer de se développer à l'heure d'aujourd'hui, il va falloir faire vraiment attention au ratio de la dette sur EBITDA. Donc ensuite, qu'est-ce que j'avais vu en plus? Donc le management, il préfère verser un dividende qui augmente qu'un rachat de parts. Alors ça, c'est évidemment la vision du management. Alors forcément, pour ce genre d'entreprise-là, je ne vois pas l'intérêt évident de racheter ses parts. On n'est pas sur une entreprise de croissance, on est sur une entreprise qui verserait des dividendes intéressants et une possibilité de rentrer plutôt dans ce genre de capital à des moments où c'est faible et pas forcément ressortir quand c'est haut parce que eux, vous le voyez, ils sont aussi producteurs, etc. Donc ils vont faire beaucoup d'argent et possiblement quand c'est haut, vous avez une maximisation sur dividende, vous allez avoir des rendements qui vont aller être à... Là, on est à 6%, mais si vous montez encore plus, vous serez sur des revenus, on serait sur des rendements à peu près à 4, parce que je crois que c'était à peu près sa moyenne. On va le voir tout de suite. Voilà, en rendement de dividende, on est à 6,41. Vous voyez qu'à un moment, on est allé à 8,37, et puis on ne fait que baisser depuis 2022, mais j'imagine là, vous voyez, en 2022, on était à 5,50, donc ça remonte un petit peu parce qu'on a eu une baisse du capital. Mais vous voyez que sinon ici, on est sur du rendement à peu près à 4-5%. Pour ce genre d'entreprise pétrolière, c'est normal. Donc là, ça veut forcément dire que... je dis pas que ça veut forcément dire qu'elle est sous-valorisée. Je vous dis juste là, par exemple, vous voyez des ratios de paiement qui étaient énormes. Et là, bon, en 2022, on était sur des ratios de paiement à 40. Mais sinon, ce qu'on peut voir, c'est que le dividende ne bougeait pas. Hein. On était à 16, 15, 17, 17. C'est-à-dire que après, là, c'est donc 2019, 2020, etc. Le dividende n'augmentait pas forcément énormément. Vous voyez que en 2022, il a même baissé, alors que pourtant, vous savez qu'en 2022, on a fait des résultats records. En tout cas pour ce genre de compagnie-là. Alors qu'est-ce que moi je pourrais espérer et qu'est-ce qu'on pourrait espérer à l'heure d'aujourd'hui si on investit sur Pembina? Alors si on regarde seulement en termes de ratio prix-gain, évidemment on est sous-évalué. Est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter l'entreprise? Pas forcément. Moi je pense que l'intérêt de ce genre d'entreprise-là, c'est de chercher la part du marché. Quelle est la part du marché dans ce genre de business-ci? J'ai pu voir les résultats de certains de ses concurrents, en tout cas... au Canada, et on a pu voir eux avec une baisse d'à peu près 8% des revenus depuis 2022. Ses concurrents, on tablerait plutôt sur des baisses de revenus à 15%, étant donné qu'on n'opère pas forcément tous dans la même cour et que Pembina a un objectif. Vous voyez qu'elle grossit son portefeuille à vue d'œil. Son portefeuille d'actifs augmente énormément depuis 2022. On a eu une augmentation faramineuse, donc potentiellement une entreprise qui pourrait continuer de se développer énormément. Donc à voir, à regarder. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like et mettre un commentaire, ça me ferait super plaisir parce que je vous mens pas, pour faire cette vidéo, j'ai dû mettre plusieurs heures pour regarder les conf calls, pour regarder, etc., pour noter un petit peu ce qui pouvait m'intéresser. Et voilà, donc si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner aussi. À bientôt.